Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je vous ai annoncé, je fais une vidéo pour poursuivre le cours sur la décolonisation et vous avez également une activité à faire pour la semaine prochaine. Alors, on reprend ce qu'on était en train de faire et on avait vu, donc on est dans le chapitre 2, grand 1 sur la colonisation, hein, on fait quelques rappels avant enfin, de repartir sur la décolonisation. On avait un petit peu étudié là ces deux textes qui montraient qu'il y avait un peu deux visions de la colonisation, une vision un peu positive et une vision plus critique. L'idée maintenant, c'est de voir un petit peu dans la réalité de la colonisation comment ça se passait, et comme je vous l'avais dit en cours, très largement, c'est plutôt le camp qui critiquait qui avait plutôt raison de le faire au vu de tout ce qu'on sait maintenant de comment la colonisation s'est déroulée. Donc là, on va faire, ce que vous pouvez noter, c'est donc quelles sont les réalités de la colonisation. On va faire plusieurs tirés. D'abord, la première chose qu'on a déjà un petit peu évoquée, c'est la violence pendant la conquête, c'est-à-dire que les colonies sont devenues des colonies parce qu'elles ont été conquises, et comme je vous l'avais déjà montré avec cette illustration, il y a une supériorité technique des Européens qui ont des armes à feu. Et donc la guerre va être asymétrique, et globalement les Européens vont vaincre les populations colonisées sans trop de difficultés. De plus, comme il y avait une vision très, enfin de ces populations comme étant inférieures, parfois les soldats se sont permis des actes complètement inhumains. Une des colonnes, des missions qui est restée célèbre par exemple, c'est la mission qu'on a appelée Voulais-Chanoine, du nom des deux soldats qui la dirigeaient, qui s'est déroulée au Tchad et au Niger, et qui a vraiment été marquée par une très très grande violence. Ces deux soldats ont complètement échappé au contrôle de leur hiérarchie. Et donc, ils se sont fait preuve d'une violence extrême, de viols, des massacres de villages entiers, des pillages, des destructions. Donc, on peut retenir cet exemple-là hein, comme un cas de violence extrême pendant la conquête. Donc ça, c'est la première chose, il y a la violence pendant la conquête. Une fois la conquête faite, il y a également une, une exploitation du pays qui va se mettre en place. Alors là, je vous propose de mettre pause et d'aller voir la vidéo de Lina, qui va s'afficher là dans un coin et puis qui est dans la description sinon. Essayez de regarder cette vidéo en vous demandant comment est présentée la construction de ce chemin de fer. Voilà, mettez pause et puis vous revenez. Donc si vous avez vu la vidéo, ce qu'on remarque c'est que la construction de ce chemin de fer est présentée comme un progrès technique déjà considérable, d'une part, et aussi comme quelque chose qui améliore les conditions de vie des populations locales. Or, cette vision, elle est complètement biaisée en fait. Parce que, donc, au-delà du fait que le petit encart que vous avez là est déjà relativement raciste, hein, avec ce personnage-là, qui correspond vraiment au cliché qui va être fait des populations africaines notamment, en fait, ce qu'on ne vous dit pas ici, c'est que pour construire cette ligne de chemin de fer hein, qui est ici sur la carte, il va y avoir une exploitation vraiment très forte des populations locales. On va recourir à plus de 120 000 ouvriers. Ces ouvriers enfin, c'est du travail forcé, ils n'ont pas le choix. Et comme les conditions de travail sont extrêmement mauvaises, donc les conditions d'hygiène, l'alimentation, le fait que le travail est très dur, il va y avoir énormément de morts. On estime qu'il y a plus de 20 000 morts sur ce chantier. Donc non seulement déjà c'est quelque chose qui n'est pas du tout évoqué hein, dans la vidéo, quelque chose qui déstabilise énormément le pays parce qu'en plus toutes ces personnes qui sont mortes, en général ce sont des hommes jeunes, ça va complètement déstabiliser la production puisque ces hommes-là ne peuvent plus travailler. Donc là on a un bon exemple de la manière dont la colonisation est vue positivement dans la vidéo, mais en fait dans la réalité c'est quelque chose qui est beaucoup plus, enfin dont la réalité est largement amoindrie quand on la voit dans le reportage. Et donc ça, c'est un exemple, mais en fait, c'est bien cette idée-là hein, qu'il faut noter, c'est qu'il y a une exploitation après la conquête, des ressources sont pillées en fait par les colonies, les populations sont exploitées, même si ça se traduit certes par la construction parfois d'infrastructures de transport. Troisième élément, ce sont les inégalités et les discriminations. Pareil, une fois la conquête passée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système qui est mis en place dans les colonies crée deux catégories de population. Il y a les citoyens français, donc les métropolitains, et les sujets français, les autochtones, les gens qui étaient là avant, et les citoyens français sont, dans la loi, hein,
supérieur au sujet français. Les deux populations n'ont pas les mêmes droits. Donc la loi est inégale en fonction de qui vous êtes, et les sujets français, les autochtones, ont beaucoup moins de droits. Et enfin, dernier élément, qui est un peu la toile de fond de tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une diffusion du racisme dans les métropoles et dans les colonies. Donc je vous ai mis à gauche une des images qui s'est beaucoup répandue en fait, mais il y en a plein, hein. C'est cette image donc de publicité bananière en fait, avec un personnage noir qui est choisi comme emblème de la marque, et donc on voit en fait cette image-là, elle véhicule des clichés, un noir souriant, le slogan c'est Yabon, donc avec une moquerie en fait envers la maîtrise de la langue qui est jugée imparfaite pour ces populations-là. Donc on construit une image stéréotypée. Alors des fois ça va parce que là il n'y a pas directement une attaque contre ce personnage, même si une fois qu'on prend du recul, on se rend compte qu'il y a un cliché, que ça véhicule du racisme, mais vous avez des choses qui sont beaucoup moins, enfin beaucoup plus directes. À droite, je vous mets quand même une pub pour la Javel en 1910, qui dit assez explicitement que, en fait, finalement, alors déjà on a l'usage du mot nègre, hein, mais que c'est même pas sous-entendu que le fait d'être noir, c'est associé à la saleté, et vous avez quand même ici un jeu de mots très douteux sur le fait qu'on ne va pas gâcher du savon pour une personne noire. Donc ça, c'est deux exemples, mais en fait, il y en a un peu partout, et ça montre que le racisme se diffuse dans les sociétés coloniales. Vous avez aussi, je fais juste une petite parenthèse par là, je pense que vous connaissez au moins de nom la BD Tintin. Et donc Tintin, il y a un épisode qui se passe au Congo, Tintin au Congo, qui est sorti en 1931, donc en pleine période coloniale. Et dans cette BD, vous avez des passages qui sont assez clairement racistes. Alors déjà, la manière dont sont représentés les personnages noirs ressemble pas mal à ce qu'on a vu dans le, ici là, donc c'est cette image stéréotypée qui continue, et puis cette scène-là, que je vous laisse mettre pause et lire si vous le souhaitez, est quand même assez surréaliste, puisque on a quand même un groupe de personnes noires qui étaient dans leur train, qui se sont fait renverser par Tintin, qui se moquent un peu de leur matériel, et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des ordres pour qu'ils remettent la locomotive en place, et eux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent qu'il est intelligent pour leur avoir ordonné de remettre la locomotive sur les rails. Donc ce genre d'image contribue aussi à la diffusion du racisme. Je voudrais enfin terminer toujours dans cette histoire du racisme sur un événement qui a été très important, qui est ce qu'on appelait l'exposition coloniale, qui était une manière de faire un peu une sorte de grande exposition sur toutes les colonies, tout ce qu'on pouvait y trouver. Et une des choses qui est extrêmement marquante, c'est qu'on a exposé dans cette exposition coloniale des gens. C'est-à-dire qu'on a demandé, enfin, on n'a pas demandé, on a fait venir des populations des colonies pour qu'ils s'assoient comme dans une sorte de stand, pour que les personnes blanches de France puissent venir observer ces populations. Donc si vous voulez, c'est un peu une sorte de zoo d'humains en fait, hein. Et donc vous voyez ici une photo où bon, bah, la personne assise a pas l'air hyper enthousiasmé d'être là, et vous avez ici tous ces personnages, donc des hommes blancs qui la regardent avec une sorte de fascination assez malsaine, et ce genre d'événement montre justement enfin ça a été très critiqué déjà à l'époque, on était déjà conscient, une partie des gens en tout cas étaient déjà conscients de l'aspect raciste de faire ce genre d'événement. Donc sur le racisme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une diffusion assez large par beaucoup de canaux différents qui fait entrer certains clichés dans l'esprit des Français. Et tout ça, pourquoi c'est important? Parce que ça va contribuer à justifier en fait la colonisation. Puisque si les personnes que vous colonisez sont inférieures, ça donne un argument pour avoir le droit de le faire. Donc, si je veux synthétiser une phrase pour conclure sur le grand 1, ce qu'il faut noter, c'est que la colonisation est un système de domination et d'exploitation. Une fois qu'on a posé ça, ça nous amène donc à la deuxième partie sur justement la décolonisation. Et on va commencer par faire un petit point vraiment un peu les dates et puis les causes de la décolonisation. Alors première chose, je vous mets ici la définition de ce que c'est la décolonisation. Normalement c'est relativement logique, hein. On est d'abord colonisé, puis quand on est décolonisé, c'est donc qu'on passe du statut de colonie à celui d'État indépendant. Néanmoins c'est une définition à avoir en tête, c'est important.
Et alors, si on regarde les choses historiquement, comment est-ce que ça s'est passé cette décolonisation? Je vous mets ici un tableau. Alors l'idée n'est pas du tout de retenir toutes les dates, hein. Pour l'instant, ne notez pas. Simplement, quand on regarde ces dates, il n'y a pas tout, hein, mais c'est simplement pour qu'on se rende compte qu'il y a quand même une vague de décolonisation qui commence après la Seconde Guerre mondiale et qui a lieu vraiment en gros dans les années 50, début des années 60. Beaucoup de colonies deviennent indépendantes à ce moment-là, à la fois en Asie et en Afrique. Donc la première chose à noter, c'est qu'il y a donc une vague d'indépendance après la Seconde Guerre mondiale et pendant les années 50-60. Ce qui est important de noter également, c'est que cette décolonisation, elle peut se faire de deux manières. Elle peut être soit, donc ça c'est important de le noter aussi, elle peut être soit pacifique, en tout cas par la négociation, alors on verra que c'est plus ou moins pacifique, mais en tout cas elle peut être faite plus ou plutôt pacifiquement. Donc ça va être les exemples qui sont en bleu, donc ce que vous pouvez faire c'est en retenir un, ou deux éventuellement, et elle peut aussi se faire de manière violente. Ça c'est ce qui est en rouge par des guerres d'indépendance. Donc pareil, vous retenez un ou deux exemples. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va prendre donc un exemple et on va se demander pourquoi est-ce que ces pays demandent leur indépendance. Bon alors si vous avez bien suivi ce qu'on a dit juste avant, il y a une partie des réponses qui sont logiques, hein. Et pourquoi à ce moment-là? Et on va prendre l'exemple du Maroc à partir du document 1, page 64, et là c'est les questions que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Voilà pour cette vidéo, vous prenez ça en note, vous faites l'exercice et on reprend tout ça la semaine prochaine.